Bonjour et bienvenue dans le Salon au Ciné. Aujourd'hui, vidéo exceptionnelle, n'est-ce pas? N'est-ce pas? N'est-ce pas? Puisque c'était le grand retour de Damien Chazelle au cinéma, 4 ans après son dernier film, First Man, qui est un pur chef-d'œuvre, allez-y. Enfin, allez-y, regardez-le en... Ne Non, commence pas. Pas de débat maintenant sur First Man. Bon, vous l'avez remarqué, je suis un grand fan de ce réalisateur, bref, on va pas parler. Donc nous sommes ici pour parler de Babylone, réalisé par Damien Chazelle, donc le film événement de ce début d'année, avec notamment Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva, credo che sì. Calva au casting, entre autres, et donc c'est parti, pas d'annonce. What I do means something. You thought this town needed you. It's bigger than you. It's the most magical place in the world. Listen up! All you big dick Mr. Man! Who wants to see me fight a fucking snake? Fuck yeah! Est-ce qu'on peut faire le segment fanboy? On fait une vidéo sur Babylone. Est-ce que tu... Oui, juste la photo, voilà, ça c'est ma tête. Bon, avec moi et Damien Chazelle. Avec Monsieur Damien J'étais trop Chazelle. timide et du coup j'ai parlé anglais. Parce que je sais pas pourquoi, c'est sorti comme ça. Yes, yes. I love all your movies, please. Mais il est très sympa, Brad Pitt aussi. Classe. Brad Pitt, bref. Qu'avez-vous pensé du film? Je le savais. Je savais avec des... Alors, qu'est-ce que vous avez pensé? Non, mais en vrai, Babylone, c'est quand même assez très bien. Oui. Entre nous. Oui. Voilà. Il n'y a pas à aller par On peut quatre pas dire le contraire. Non, il n'y a pas à aller par quatre chemins. C'est un film qui est assez inégal, c'est un film qui a des longueurs, c'est un film qui n'est pas toujours bien fichu, qui a ses soucis, ses défauts, mais c'est un film qui fonctionne diaboliquement bien, c'est un film d'excès, qui va nous proposer vraiment plein de trucs et qui va pousser les potards à fond dans ce que Chazelle peut nous montrer, vu que jusque-là c'était un réalisateur qui était resté d'une certaine manière assez prude. En fait, c'est-à-dire que Chazelle, dans ses précédents films, n'avait pas tendance à montrer de scènes extrêmement violentes. Il pouvait nous montrer de la violence psychologique dans Whiplash, ou des choses comme ça, mais on n'avait pas des gerbes de sang, des personnages qui se faisaient... qui se faisaient mordre par des animaux, des choses dans ce genre. Il n'y avait pas non plus le thème du sexe qui était omniprésent. Donc vraiment, il montre énormément de choses et c'est assez surprenant, surtout venant de sa part. Et juste par contre, personnellement, ce film m'a pas mal fait penser finalement à The Great Gatsby de Baz Luhrmann. Mais finalement avec, justement moins de retenue que ce que Gatsby pouvait avoir. Parce que si dans le cas de Gatsby, il y avait beaucoup de sa folie qui passait par la mise en scène et par son montage qui parfois était quasiment épileptique, là dans Babylone, ça passe déjà par par le montage et par la mise en scène, mais ça passe aussi justement par le scénario, par ses thèmes et par la manière dont il va nous représenter tout ça à l'écran, là où finalement Gatsby le magnifique est peut-être un peu tendre sur certains points, quoi. Donc voilà, à vous les boys. Mais c'est vrai que cette dimension crado, un peu sulfureuse, effectivement un peu qu'on n'attendait pas vraiment de Chazelle, mais qui donne effectivement une espèce de vitalité ou une richesse au film. Il y a plein de séquences où il y a de la matière dégueu un peu partout, où ça déborde, où ça foisonne. Et qui colle finalement très bien avec l'image d'Hollywood et de l'ancien Voilà. Hollywood et même du nouveau finalement. Et je pense que s'il se met sur ce film-là, il se dit tiens, je vais mettre de la merde, je vais mettre de la pisse, je vais mettre du champagne, des bulles de partout, je vais mettre du sang, pas mal de choses, du sexe. Alors il y avait déjà du champagne, c'est vrai. Mais du coup c'est vrai que ça colle bien en fait avec ce qu'il veut nous montrer de ce Hollywood pré-cinéma parlant, pré-Code Haze aussi. C'est que c'est plein de marginaux avec un peu trop de thunes pour leur propre santé, qui se permettent énormément de choses dans un endroit où beaucoup de subversions, de transgressions sociales peuvent se produire, avec des minorités sexuelles et ethniques qui peuvent avoir beaucoup plus de place que dans d'autres industries. Enfin bref, et du coup le film est assez génial pour ça. Moi c'est vrai que c'est un truc que j'aime assez. C'est le côté un peu dégueulasse, matière, crado un peu partout, mais l'espèce de foisonnement du tout, quoi. C'est un film de 3 heures qui a pas mal de bouts de gras, qui se tire un peu sur certains trucs, mais des segments très très longs,
qui sont géniaux tout le temps, il y en a pas mal, et ils sont je les trouve souvent géniaux pour ça, c'est vraiment ça déborde quoi. C'est genre il a 100 millions de patates, il a marqué 90 Ah 80. 90. 80. Non, Bon. 80 c'est Force Man. Là, c'était 80. interlude de vérification. A few moments later. Non, je m'occupe. Non, C'était pas volontaire. Ah, ok. Tous les sites donnent des budgets différents, mais celui que j'ai trouvé sur The Numbers, c'est 110. Bon, un budget Aux alentours de 100 millions. un budget qui correspondait plutôt à un petit blockbuster aujourd'hui, ou un budget très confortable pour un studio. On peut le dire comme ça. Soit, Paramount, il s'est démerdé pour que Paramount lui file énormément de thunes pour faire un film qui est pas spécialement attirant, qui a plein d'éléments repoussants parce que c'est un film, on n'a pas parlé de ça, mais qui est très 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 survolté. Il y a pas que de la coke à l'écran, il y en a dans le montage, il y en a dans la frénésie des mouvements de caméra, dans la musique. C'est un film qui ose beaucoup, qui donne un peu trop pour son propre bien. Mais c'est vrai que, ouais, pour le dire rapidement, c'est ça que j'aime bien. C'est que c'est un film un peu maladroit. Il est un peu bourré, mais il a des moments absolument magiques. Il y a plein de séquences dans le film, de segments, parce que c'est un film plutôt segmenté en super scènes, qui font partie des meilleures séquences de 2022, si vous considérez que c'est un film sorti en 2022, ou de ce début de 2023, si vous considérez que c'est un film de 2023, d'environ. Sur la filmographie de Damien Chazelle, donc j'avais vu ses 3 des 4 films qu'il avait fait, puisque l'autre est introuvable malheureusement, Ils sont tout premiers. son tout premier est introuvable, ce film étudiant. Mais du coup c'est un film totalement différent de ce que Chazelle avait pu proposer avant. C'est-à-dire qu'on a, dans La La Land, il nous montre un Hollywood de rêve, de tout est beau, tout est joli. Là on peut y accéder aussi, mais d'une manière différente on va dire. Mais c'est vrai que c'est un film totalement fou. Et c'est ce que j'ai aimé dans le film, c'est qu'il est fou, il amplifie la folie par la mise en scène, par le montage, par des mouvements de caméra totalement... Hyper osé, hyper... C'est ça, on a des moments de groove, on a la séquence, la plan séquence dans la soirée orgiaque qui est totalement dingue. Mais donc il ose ça, il ose rendre le film totalement fou, par le scénario aussi, par les personnages qui sont délirants, pour mettre encore plus en valeur l'aspect magique du cinéma. C'est-à-dire qu'on va avoir des moments où le temps s'arrête, au son on a juste le son d'une caméra qui tourne, et on n'a plus qu'à observer. On n'a plus qu'à observer l'instant d'un plan hyper galère à faire, parce que les galères de tournage ont fait qu'on n'a plus de caméra, et que la lumière, on a besoin de la dernière lueur du jour pour l'obtenir. Ça met davantage en valeur l'aspect magique de ces moments de cinéma. Est-ce que vous avez des choses un peu élaborées à dire sur les acteurs, par exemple? Parce que moi, genre, on pourrait balayer ça en mode tout le monde joue plutôt bien. Très franchement. Enfin, il y en a qui sont super, il y en a qui sont un peu moins bien. Enfin, on défend. Personnellement, j'ai pas de performance qui m'a transporté en me disant waouh, mais quel acteur, quelle actrice, quel bon de travail, etc. Mais ils sont tous super. Voilà, j'ai pas eu de performance qui non plus m'a fait me dire oh putain, mais qui a payé cette personne? Moi je trouve que Margot Robbie est peut-être un peu trop régulière. Enfin, je veux dire, elle est toujours folle, mais c'est son personnage aussi. Mais elle est toujours folle. Donc le son apparaît au cinéma, donc ça c'est pas vous spoiler. Donc vous spoilez pas, c'est arrivé il y a 90 ans. Donc à un moment, le son, on a la transition entre le cinéma muet et le cinéma sonore, et donc on a le premier tournage avec les matériels sonores, et on voit toutes les difficultés. Il faut bien se marquer, il faut bien se mettre à la bonne place, faut pas qu'il y ait un seul bruit sur le tournage, c'est-à-dire que les chaussures, faut pas qu'elles soient... Faut pas parler trop fort. Exactement. À ce moment-là, Margot Robbie pète un câble sur le l'ingé son qui est insupportable, parce qu'il y a un bruit quelque part, je le sais. Ça, il faut 8 prises pour un plan qu'elle saurait faire en une seule prise s'il n'y avait pas le problème du cinéma sonore, les contraintes du cinéma sonore. Et je trouve qu'à ce moment-là, et même lors de la soirée mondaine, du coup, ça, et bien je trouve que son jeu est peut-être... elle en fait peut-être trop, je sais pas, mais quand elle s'énerve, c'est toujours fuck, même dans la scène du serpent, c'est toujours fuck, pussy, fuck, je sais pas,
C'est son personnage, mais... Ouais, je vois. Après, pour le coup, je trouve pas que ça extrêmement choquant dans le sens où il y a quand même quelques scènes où il est plus calme. Oui. Et ça donne l'impression que c'est clairement une façade par rapport à tout ce que le personnage a pu vivre auparavant. Il y a une scène justement qui se passe dans une voiture avec le personnage de Manuel, où le personnage de Margot Robbie, donc Nelly Leroy, est beaucoup plus calme, oui. beaucoup plus posé. Le souci du personnage de Nelly Leroy, j'ai l'impression, c'est qu'au final, elle est d'une certaine manière parfois un peu superficielle dans le récit, dans le sens où on connaît finalement assez peu de choses d'elle. Ça reste une façade de bout en bout. On pourrait dire que oui, c'est un peu l'image de l'icône, etc. Et on a un peu que l'icône dans le film, mais pour un film qui a aussi à cœur de nous montrer la chute des icônes, surtout dans son troisième acte, je trouve ça un peu dommage finalement qu'on n'en sache pas plus sur un possible passé traumatique. Et sur 3 heures de film, on aurait pu. Sur 3 heures de film, on aurait pu justement... En fait, c'est pas un film qui... Pardon, excuse-moi. Mais c'est pas un film qui se concentre sur ses personnages. Et je trouve que c'est plus le cinéma qui va... C'est vrai. Il va plus mettre... finalement, le personnage, c'est le cinéma, en fait. C'est une lettre d'amour... Enfin, c'est encore une lettre d'amour au cinéma, donc... Oui, à sa manière. Forcément, quoi. Mais je trouve ça un peu dommage. Et encore, après, je trouve qu'il y a certains personnages qui sont mieux traités que d'autres, c'est-à-dire que le perso de Brad Pitt... pour le coup, je le trouve... Lui, il a un début, un milieu, une fin. Je trouve suffisamment bien traité, au final. Ouais. Et on sait qui c'est. Oui, on sait qui c'est, on sait ce qu'il a pu faire auparavant. Alors certes, on peut deviner au bout d'un moment comment il va finir, où on peut se dire, ah tiens, tel truc, ce serait logique. Mais malgré tout, même si on sait où ça va aller, il a quand même une belle fin dans le film, quoi. Quand même, elle est assez amère. Mais son personnage, quelque part, est artificiel. Parce que c'est une fille qui se croit star. Tiens, elle dit, je suis une star, elle se prend pour quelqu'un d'autre. Mais ouais. Et après, au final, son manque d'évolution, j'ai plus l'impression aussi que, comment dire, tous les personnages qui gravitent autour d'elle, enfin, pas forcément tous, mais une grande partie d'entre eux vont essayer de la forcer dans un moule au fur et à mesure que le cinéma évolue. Alors que c'est quelqu'un qui est fait pour vraiment un type de cinéma et tout. Et finalement, ça montre plutôt bien comment pas forcément certaines stars, parce qu'on sait qu'il y a certaines stars, notamment Chaplin, Chaplin dans une moindre mesure, mais surtout par exemple Buster Keaton, énormément de mal à passer la transition. À passer du muet au parlant, ouais. Mais il y a aussi quelque chose qu'on oublie un petit peu, c'est les jeunes pousses qui sont arrivés justement à la fin du muet, qui ont commencé à s'imposer et qui ont vu leur carrière être fauchée d'un coup par le parlant et ont vraiment fait un déjeuner de soleil pendant 2-3 ans, quoi. Pour reparler vite fait du personnage de Margot Robbie, tu disais artificiel, mais aussi dans les prestations, tu vois, dans la scène où elle a son premier tournage et on lui dit pleure, elle pleure. Enfin, elle peut contrôler jusqu'à combien de gouttes elle va pouvoir laisser couler. De quel œil, à quelle fréquence. C'est donc pour moi, et genre quand on dit action, elle se transforme totalement. C'est-à-dire que c'est un robot en fait. Oui, on en il y a quelque chose d'un peu. Et cut, on passe à la suite. Alors qu'on jurerait qu'elle était vraiment triste, mais que dalle. C'est ça. Et à un moment, on pense qu'elle va se couper, on pense qu'elle va oublier son texte parce qu'on le fait suggérer avec des gros plans sur le scénario qui est en train avec l'écriture qui est en train de baver parce qu'il fait trop chaud. On pense qu'elle a oublié son texte et finalement non. Donc c'est une grande actrice, mais c'est un robot, tout comme Brad Pitt qui est complètement bourré au moment où il faut tourner ce plan avant le coucher du soleil. Et on pense qu'il va se ramasser, qu'il va vomir sur l'actrice pendant oui, il est censé embrasser une actrice, c'est vrai. Il se transforme et c'est ça pour moi ce qu'a voulu montrer Chazelle, c'est que le cinéma est magique, il transforme les gens en fait, tout simplement. C'est vrai que c'est plutôt comme ça que je vois moi ce rapport aux acteurs. C'est parce que je vois ce que vous voulez dire quand vous parlez d'artificialité dans leur construction du récit ou en tant que personnage, surtout sur Margot Robbie. Mais c'est vrai que je les trouve tellement vivants ces gens-là, ces personnages-là. Ce qui fait que moi, cette espèce de transformation complètement surnaturelle. Ils se transforment en fait, ni plus ni moins. C'est ça, une espèce de. Je trouve ça fascinant. Mais effectivement, je le voyais pas comme une représentation robotique de l'acteur. Je trouve ça extraordinaire, simplement extraordinaire. C'est quelqu'un qui a l'air complètement murgé, que visiblement tu es sûr qu'il va vomir dans 15 secondes. Et c'est Brad Pitt, tu vois. Et d'un seul coup, il se dresse, et en une demi-seconde, c'est quelqu'un d'autre qui va tout niquer sur sa prise et qui sera parfait. Et il y a un truc vraiment fascinant avec un papillon, voilà. Vous verrez. Et vous verrez parce qu'il faut aller voir le film. Donc finalement, il n'y a pas vraiment de récit dans ce film. Enfin,
Il y en a un, mais c'est pas. C'est vrai que on c'est un va peu. pas suivre la révolution scène par scène, voilà. C'est ça. Genre, C'est plus relâché. On c'est en vrai. suit un, on s'échappe, on va en suivre un autre, machin, on oublie un peu ce qu'ils ont fait, mais Avec des transitions. on présente une époque tout simplement par ces C'est personnages. Ces personnages, C'est ça. voilà. Genre on fait ça par des personnages et on les caractérise vite fait. Donc, je peux Mais effectivement, comprendre les gens qui pourraient ne pas s'attacher à ces personnages. Moi, ça a été le cas avec Manuel, parce que bon, à la fin, voilà, ce film, c'est pas mon préféré de Chazelle, c'est peut-être celui que je préfère le moins, mais Babylone restera dans ma vie de cinéphile, voilà, comme étant le premier film devant lequel j'ai pleuré, voilà. C'était très beau, voilà. J'étais très content, je m'y attendais pas du tout, mais voilà. Parce que Damien Chazelle plus Cinéma Paradiso, voilà, il a fait ça et ça a marché. Il fallait juste ça en fait. Okay. Voilà. Mais c'est pour ça que j'aime bien le film aussi. C'est le bon, j'ai pas pleuré devant, j'attends encore le moment où je repleurerai au cinéma, bref. Mais c'est vrai que il y a des segments qui sont tellement beaux, tellement puissants, tellement tarés, tellement impressionnants. Je pense que c'est ça aussi. C'est le rapport, la musique, le montage, la mise en scène qui en fait beaucoup. Fait que le film s'imprime sur nous, quoi, en fait. Il y a quelque chose de ça vient nous chercher, nous envoyer énormément d'informations visuelles et auditives. Et c'est souvent assez génial. Et donc malgré le fait qu'il y a pas mal de maladresse sur des personnages ou des segments entiers que je trouve qui ont plein de qualités mais que j'aime pas trop, donc je parle de trucs qui peuvent durer 20 minutes. Il y a 20 minutes dans le film que je trouve hyper inventive, hyper intelligente, vachement bien construite, mais qui me parlent pas tant que ça. Comment par exemple Tobey Maguire, pour ça comme ça. Mais du coup ça fait que ces moments vraiment super, vraiment magnifiques, hyper inventifs, hyper neufs, où il prend vraiment des risques dans le rapport au récit du Hollywood d'aujourd'hui, quoi. Donc il y a pas mal de choses. 3h09, il prend des risques. Non mais 3h09 où bon, il y a un semblant de récit, un segment de ligne narrative pour certains personnages, mais c'est très relâché. Il n'y a pas de fil rouge vraiment. Ouais, c'est ou alors c'est un fil rouge qui est rattaché à l'histoire du cinéma. Même sans parler de la durée ou quoi, j'aime beaucoup quand même le fait que Chazelle tente autant dans ce film, quitte à se rater et quitte à ce que certaines choses fonctionnent pas tout à fait. Je sais que t'aimes vraiment bien ce qu'il y a à la toute fin, notamment. On ne se verra pas ici, mais j'avoue que j'ai été personnellement moins réceptif et ça m'a pas spécialement impressionné. Je trouve ça intéressant, mais pas forcément entièrement réussi. Mais je trouve ça vraiment cool de voir un film dans le Hollywood actuel qui tente vraiment autant, quoi. Oui. C'est quand c'est complètement irresponsable, il est fou. C'est quand la dernière fois il est fou. Là par contre je parle vraiment. Il a un rapide en. Oui, je parle vraiment en termes de gros ou moyens blockbusters. C'est quand la dernière fois que vous avez vraiment vu une telle folie comme ça à l'écran? Quelqu'un qui tentait vraiment autant de choses. Ah, sur ce segment de finale de cette fin dont tu parles précisément. Sur le final et tout, mais vraiment de manière générale dans un film comme ça, quoi. Alors, les deux films semblent se ressembler, mais je trouve qu'ils sont très différents. Manax, oui, mais là c'était vraiment une folie en termes de mise en scène et tout. Mais je vais dans ton sens. Les films auxquels je pense, même si lui citait, justement, il citait Fellini et Apocalypse Now, comme des grands films où il y a plein de choses, il y a à boire et à manger, plein de séquences différentes, comme ça. Bon, effectivement, je pensais un peu à la Dolce Vita de Fellini. Ou vite fait au Guépard, et puis dans le côté survolté, cocaïné, le Wall Street ou Man on Fury Road, effectivement. Donc c'est vrai qu'il y a le Wall Street aussi. Wall Street, avec Margot Robbie, voilà, c'est ça. Qui est un film très différent. C'est un film efficace de 2h50. C'est vrai, mais c'est pareil pour les gens qui le comparent à Once Upon a Time in Hollywood ou des choses dans ce genre. C'est deux films qui sont finalement assez différents dans leur forme et même dans leur récit finalement, quoi. Mais non, ce qui m'a ému sur la fin, c'est que après tout le film que je viens de voir, et c'est un peu... La fin m'a aussi permis de bien faire un avis sur le film. C'est que malgré tout ce que j'ai vu avant, qui me paraissait très fou et très sombre, enfin pourri, rempli de riches, affreux. Rempli de merde, de drogue, d'alcool. Voilà, c'est ça. Malgré tout ça, et je pense qu'il a aussi fait ce film par rapport au contexte actuel, c'est-à-dire que le cinéma a du mal en ce moment. On va pas c'est un fait. Et bien malgré tout ça, le cinéma continue, persiste, et même s'il a laissé des personnes sur le chemin et qu'il a connu des temps faibles,
ça existe encore, il y a toujours des gens qui y vont, et c'est pour ça que j'ai pleuré, c'est parce que, oui, j'espère que que le cinéma restera immortel, enfin... Je pense que ouais, le cinéma se renouvelle et continuera de se renouveler, quoi. Même les personnages qui voulaient le progrès du cinéma, tu vois, on parle de Brad Pitt, le personnage de Brad Pitt, il dit il faut quelque chose pour que le cinéma devienne un art plus respecté. Et à l'apparition du son, malgré son envie de faire progresser le cinéma, et ben, il voit qu'avec lui ça marche pas, et il en est très malheureux, mais c'est comme ça, et le cinéma reste, pour autant. C'est vrai que pour tout ce qu'on dit que c'est un film sous coke, survolté, fou, la folie, la démence, machin, il y a quand même pas mal de segments très très mélancoliques, où on s'arrête sur des personnages qui sont un peu paumés, qui se confrontent donc à cette évolution, ces évolutions du cinéma. Ça permet vraiment de développer un peu leurs émotions et tout, notamment la toute dernière scène avec Brad Pitt. Et heureusement qu'il y a ces scènes quand même, vraiment. Parce que si c'était que de la folie, que de partout, là j'aurais pas du tout aimé. En termes de rythme, ça aurait été intenable d'avoir 3 heures de séquence d'action de Mad Max Fury Road. Moi j'exagère, mais que vous ayez une idée, quoi. Puis même au bout d'un moment t'as besoin de contraste, quoi, parce que si tu veux vraiment mais c'est pour ça tout le temps le même ouais. rythme, le souci c'est qu'à la fin ça n'a plus d'impact, quoi. T'as besoin d'avoir des scènes plus calmes et tout. Si vous voulez un dernier argument pour aller voir le film et que le cinéma ça vous intéresse, je trouve que c'est un film hyper intéressant pour redécouvrir ce que c'est que le cinéma muet. Okay. Oui. C'est-à-dire que même si ils ont vu Chantons sous la pluie, ils verront d'autres aspects de cette industrie qui sont pas forcément montrés dans le film. Mais je peux reprendre si tu veux. Non, mais ça rend le truc hyper novateur. Genre tu redécouvres la vieille maison un peu poussiéreuse qu'on t'a montré dans différents films. Parce que c'est pas nouveau, hein, un personnage principal ou secondaire qui est une star du muet et qui fait bide complètement et n'arrive pas à renouveler sa carrière à l'arrivée du parlant. Donc mais c'est articulé de façon intéressante. Il y a le fait d'avoir plein de personnages, ça permet d'avoir une espèce d'une mosaïque d'un peu tout ce qui peut se passer autour de la fin des années 20, début des années 30. En fonction de ton taf, en fonction de ton ethnie, de ton orientation sexuelle, dans ces moments où... parce que c'est... que tous les personnages aussi, même si on peut s'attacher à eux, etc., ça reste... tout le monde ou presque sont des gros racistes, sont des gros homophobes, etc. Oui, c'est ça. Ils nous le rappellent. Et on le montre sans... Enfin, si, justement, c'est des personnages. Oui, voilà, c'est ça. C'est des personnages assez gris, et on montre bien le fait que même si on peut les aimer, ils sont complètement pris dans une idéologie globale. Tellement de personnes qui sont capables de faire des choses affreuses sans même se rendre compte que c'est une saloperie qu'ils sont en train de faire. La musique. C'est une musique de Justin Horwitz. Toutes ces BO sont magistrales. Et apportent beaucoup au film. Oui, le film s'appuie beaucoup sur ça. Il avait demandé à Justin de faire la BO avant. En fait, il lui avait passé le scénario. Et Justin s'est basé sur ça pour faire les musiques du film. Et après, il s'est basé sur la musique du film pour faire le découpage. À la manière de... À la manière des Mais c'est vrai qu'il fait beaucoup pour donc toutes les séquences qui appellent une démence, un truc très, très, très survolté dans la surenchère, dans l'excès. Donc là, il y a une frénésie du jazz, encore du jazz. Toujours du jazz. Toujours du jazz, sauf dans First Man, à ma connaissance. Mais dans First Man, il a trouvé le moyen de foutre du jazz. Peut-être bien. Merci Arsène. Oui, et du coup, voilà, donc elle est super dans la frénésie, dans la folie, dans la démence, dans l'excès, mais aussi foutrement belle dans la mélancolie, dans la douceur. Ah oui, l'humour. On n'a pas parlé de l'humour. Mais ça, on parle de folie, d'excès, de merde, de pisse et de coke et de mélancolie, de faim, d'un genre du cinéma. C'est un film foutrement drôle. Surtout dans certaines transitions. Du coup, il joue énormément sur le montage, il va opposer une situation extrêmement dramatique à quelque chose de très énergique, ça va justement créer un contraste qui va être marrant tout simplement en fait. Voilà. Olivier est fatigué, du coup nous allons arrêter cette vidéo. Merci à tous le problème d'avoir regardé, on espère que ça vous aura plu et que vous aimerez autant Babylone que nous. Merci de laisser un commentaire si jamais vous n'avez pas aimé Babylone, c'est toujours intéressant. Ne pas insulter, parce qu'on l'a vu dans les dernières vidéos, notamment celle d'Avatar, où on a le droit de ne pas être d'accord avec nous, mais ça n'empêche
qu'il ne faut pas insulter les gens gratuitement. Voilà. Envoyez-nous de l'argent, c'est ça qu'on veut dire. Avant de nous payer. Gratuitement, non. Mais insultez-nous avec un petit lien PayPal. Je me permets de faire juste un petit teasing qui est celui de la vidéo des tops de l'année, qui arrive très prochainement. On ne dira pas quand. Elle arrivera sans doute dans un mois, ou 2 ou 3. Très prochainement, incessamment sous peu. C'est ça, et puis le mois prochain. Alors, tu sais quoi si ça marche, MDR, on vous laisse choisir. C'est soit Astérix. Oui, vas-y, finis cette phrase. Soit Ant-Man 3. Quantumania, j'ai vu la bande-annonce. Ça a l'air. Genre, tu vois, Dune de Jodorowsky. Ouais. On est là, tu vois. Oui, c'est du vrai scénariste, ouais. C'est du vrai cinéma, comme dirait Martin Scorsese. Allez, Olivier, il faut qu'on finisse cette vidéo vite. Ouais, toujours est-il que. Merci à vous. Merde, c'est pas le bon, mais je le suis. Vous n'avez pas bougé le micro? Non. On va le reculer parce que tout à l'heure, Olivier, il n'y avait pas beaucoup. Oui, c'est vrai. Je vais encore être détimbré.